Bonjour à tous. D'abord, donc, je vais essayer de ne pas être trop long, peut-être dans ce que je vais d'abord vous raconter, parce que je pense que ce qui est plus intéressant, puisque c'est un peu le principe, c'est qu'on puisse échanger et que vous avez peut-être des questions ou des observations. Alors, ce que je vais vous présenter va effectivement porter davantage sur les questions de recrutement ou d'embauche, sachant que, évidemment, dans ce livre sur les ressources humaines, c'est pas le seul sujet, même si, évidemment, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, qui est relativement important, mais il y a d'autres questions, comme les salaires, les carrières ou d'autres aspects. Alors, j'ai mentionné d'autres publications, notamment deux autres sur les apparences ou d'autres sujets, mais j'aurai l'occasion, appliquée aux ressources humaines, de vous en parler un petit peu. Alors, peut-être pour ce que je vais vous dire sur la question des embauches ou des recrutements, c'est que sur ce sujet-là, il y a un certain nombre de difficultés que vous connaissez déjà. Vous ne découvrez pas, vous entendez parler tous les jours de certaines discriminations dont on vous parle. Encore peut-être dans le journal, et hier encore, vous l'avez sans doute vu, le Sénat a voté le fait que l'adresse rentrait dans la liste des motifs de discrimination. Donc dès lors, quand vous habitez tel ou Herblay ou ailleurs, eh bien, en l'occurrence, comme vous le savez, c'était pas Herblay qui était concerné, puisque au départ, les amendements et la loi a été adoptée à l'initiative d'ailleurs d'élus de Seine-Saint-Denis, soyons clairs, et c'était pour ça que la loi a été modifiée. Donc tout ça pour dire qu'il y a des sujets dont on parle effectivement presque quotidiennement, et puis d'autres beaucoup moins, et finalement on sous-estime et on ne connaît pas la façon dont les choses se passent vraiment en matière de recrutement ou d'embauche. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de comment ça se passe réellement, pas en apparence, mais vraiment. Et c'est important parce que du coup, après, on peut améliorer, je dirais, la justice sociale, la façon dont on procède. C'est important dans la vie des individus parce que leur emploi, c'est important. Et puis, c'est important aussi si on se place d'un autre point de vue, qui n'est pas la justice sociale, mais qui est juste la performance des entreprises. C'est à la mode depuis 1 ou 2 jours, encore plus. Donc, si on s'adresse cette fois-ci, si on se place sur le terrain, non pas de la justice, de l'égalité des chances, mais si on se place sur le terrain de la qualité du recrutement, c'est-à-dire comment être meilleur, et ben là, le moins qu'on puisse dire, c'est que si on a des marges vraiment pour progresser, pour faire mieux. Alors, j'ai été un peu trop long pour vous expliquer ce que j'allais vous raconter. On va prendre les étapes d'une embauche classique. En fait, et vous allez voir comment vous allez, je pense, avoir une vision un peu différente de la façon dont on le présente d'ordinaire. Tout commence en fait par le fait de découvrir l'entreprise. Quand on est en troisième, dans un stage, vous savez, découverte d'entreprise, il se trouve que, comme je suis vice-président d'un réseau d'entreprises qui travaille beaucoup sur tout ça, on a fait faire un sondage cette année, en 2013, par OpinionWay, sur comment les collégiens trouvent leur stage découverte d'entreprise. Alors, c'est pas un scoop, parce que je pense qu'il y a des parents ici, et vous connaissez bien, ou peut-être des jeunes qui l'ont connu. Vous vous doutez bien que c'est les parents qui, évidemment, à 90%, vous permettent de trouver le fameux stage d'une semaine, et c'est comme ça que ça se passe. C'est un secret de polichinelle. Bon, dont acte. Alors, de temps en temps, il faut bien que les enseignants aident, certains ont besoin d'être aidés, mais enfin, en général, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi pas? Deuxièmement, après, trouver un stage. Ah, voilà qui est déjà important, parce que trouver un stage, c'est quand même une étape importante, puisque vous savez que beaucoup, après, grâce à cette expérience, vont pouvoir trouver un emploi à la suite de leur stage, là où ils ont fait leur stage, ou alors dans leur CV, ils auront fait un stage dans le cadre de leurs études, et ça va leur permettre quand même de valoriser ce stage intéressant. Vous avez tous compris qu'il est mieux de faire son stage dans un stage intéressant où on fait des choses comme intéressantes dans une bonne entreprise qu'un stage dans le fast-food du coin ou le kebab du coin. Alors, évidemment, la question, c'est comment les jeunes trouvent leur stage. Et là, à nouveau, évidemment, on va mobiliser les réseaux qui sont les amis, mais surtout, à nouveau, beaucoup la famille. C'est comme ça que les stages sont trouvés. On a fait d'ailleurs une enquête
auprès de nos étudiants, par exemple de l'université en gestion, c'est comme ça qu'ils trouvent leur stage. Alors là, j'enfonce une porte ouverte. Je crois que là aussi, tout le monde ici sait que c'est souvent comme ça que ça se passe. Pas seulement, hein, parce qu'heureusement, il y a les petites annonces de stage et puis c'est un peu ouvert. Mais on peut prendre un autre exemple, le job d'été, par exemple. Comment vous avez un job d'été? Vous savez, vous êtes étudiant, vous voulez vous faire un peu d'argent de poche, vous cherchez un job l'été. Dans la territoriale, ici on est dans une municipalité ou ailleurs, il y a de temps en temps des gens qui viennent l'été travailler. Mais vous le savez comme moi, c'est quand même souvent les enfants du personnel, c'est souvent effectivement par relation, et les jobs d'été souvent s'obtiennent de cette manière. Bon, donc j'arrête, je suis un peu long, mais vous voyez que déjà en amont, on a, disons, un facteur qui va beaucoup compter, la famille et les amis, et surtout la famille. Bon. En un mot, l'origine sociale. C'est pas juste le réseau social, soyons plus précis, c'est quand même beaucoup la famille. Alors après, du coup, quand il s'agit d'obtenir un emploi, cette fois-ci, on parle du job lui-même. Eh bien, on va s'apercevoir que tout à fait naturellement, ce qui va compter, c'est d'être déjà stagiaire là où vous allez être recruté. Et ce qui va compter, ça va être beaucoup de trouver son job par la famille et les amis, si ce n'est pas l'endroit où vous y avez fait votre stage. C'est ça la réalité du marché du travail en France et à l'étranger. Alors pour vous fixer l'ordre de grandeur, faut quand même, on ne le sait pas trop, il n'y a pas que en France que c'est comme ça. En France, je vous donne juste un chiffre, on peut estimer que il y a plus de la moitié, et c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Italie, plus de la moitié des emplois, des recrutements si vous préférez, sont obtenus via la famille et les amis. Essentiellement la famille en fait. Ça peut même aller au-delà, et selon les estimations, disons, c'est entre 50 et 70%. Ça dépend des cas de figure. Mais au moins, retenez que déjà, si vous êtes pour avoir une vision simple, c'est que la moitié des gens trouvent leur job de cette manière. Il faut savoir qu'on a toujours l'impression qu'il y a plein de candidats qui se présentent pour des emplois. C'est ce qu'on a l'impression qu'il y a plein de candidats, il y a un poste à pourvoir, il y a plein de candidats. Oui, dans certains cas, mais dans beaucoup d'autres, pas du tout. J'ai beaucoup étudié des recrutements d'entreprises ou même du public, et puis on connaît les chiffres. En fait, vous savez que, je vous signale que dans la moitié des cas, par exemple, pour les ouvriers, vous n'aviez qu'un seul candidat pour le poste à pourvoir. Très très souvent, en fait, statistiquement, si vous voulez, même s'il y avait d'autres candidats, on a examiné une seule candidature. En fait, il faut bien avoir en tête que la réalité, c'est quelques postes sur lesquels tout le monde veut aller. Bien sûr, tout le monde a envie de travailler, envie d'aller bosser au marketing chez L'Oréal, bon, d'accord. Mais dans l'essentiel des cas, c'est pas comme ça. Alors, en un mot, donc vous avez un effet de ce qu'on appelle l'origine sociale qui est très fort. Cet effet, il est donc considérable, mais il est considéré comme quelque chose de relativement normal. C'est-à-dire que parce que pourquoi on est tous des parents, des enfants, ah bah oui, on va les aider pour le stage en 3e, puis le stage, comment ne pas l'aider, puis les jobs d'été, etc. Et on est dans ce système. Et on se dit, après tout, pourquoi pas, même si on voit bien que c'est les limites du problème. Mais ce qui se passe, c'est que, est-ce que c'est une discrimination? D'ailleurs, si je vous posais la question, est-ce qu'on considère que l'origine sociale est une discrimination ou n'est pas une discrimination au sens de la loi en France? Alors, en fait, c'en est une. Depuis d'ailleurs 1958, il y a une convention internationale de l'OIT qui s'applique dans le monde entier, et bien sûr en France. Et l'origine, c'est l'origine sociale, c'est prévu dans la convention, pour ceux qui voudraient le savoir, la convention C111 de l'OIT. Donc en matière d'emploi, l'origine sociale est bien un motif de discrimination. Et a fortiori la situation familiale aussi qui est dans la loi. Donc le fait d'obtenir son job et que, en raison de sa situation familiale, parce que c'est les parents, vous obtenez un stage ou un emploi, bien entendu, ça relève d'une forme de discrimination. Mais le paradoxe, et je vais vous dire ça, c'est que si vous allez sur le site du Défenseur des droits et que vous cherchez origine sociale, je parle bien de sociale, vous ne trouverez pas. Jamais le Défenseur des droits avant la HALD, en 6 enquêtes sur les discriminations,
Ils font des sondages régulièrement. Jamais, 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 ils n'ont abordé cette question. Pour eux, ils traduisent origine par origine, au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire territorial, ethno-racial, etc. Ce qui est une aberration, puisque notre loi prévoit déjà la discrimination en raison d'ethnie, nation, race, tout ça est prévu dans nos textes. Mais l'origine sociale est oubliée. Alors, il faut bien voir le décalage absolument considérable entre la façon dont on se représente les discriminations et ce qu'elles sont en réalité. Donc, en un mot, vous avez déjà la moitié des emplois qui sont déjà pourvus avant qu'il y ait une concurrence entre les gens. C'est très simple. Les postes sont déjà fermés. D'ailleurs, vous ne savez même pas qu'ils ont été proposés. C'est pas public, et puis tout ça est réglé. Alors, ensuite, deuxième étape, on va trier les CV. C'est ce qu'on appelle le tri de CV. Bon, bah là, je ne sais même pas si c'est la peine de beaucoup développer, mais vous êtes tous au courant. C'est le stade à partir duquel, massivement, évidemment, tout le monde va observer des pertes de chance pour certains individus à compétences égales, donc des phénomènes de discrimination. Alors la technique classique pour le mesurer, ça fait plus de 10 ans qu'on en fait beaucoup de tests comme ça, tout le monde en fait en France, moi j'en fais beaucoup moi-même, puis mon équipe. On fait des testings, vous savez, vous envoyez des CV équivalents, puis vous faites varier, les CV sont similaires, puis vous faites juste varier soit le nom, soit l'âge, soit le sexe, ou une photo, enfin bref, l'adresse, ce que vous voulez. Donc tout le monde le fait, maintenant depuis pas mal d'années, aussi à l'étranger, donc c'est une bonne technique, elle est bien rodée, c'est pas très compliqué, puis au moins on est sûr que les CV sont similaires, et bon, bah, s'il y a une différence, on est sûr que c'est à cause de ça. Bon, donc c'est pas là non plus une surprise, bien sûr au stade du tri de CV, là on voit apparaître des pertes de chance importantes, en raison du patronyme, de l'apparence physique, de l'âge beaucoup, bref, une série de variables qui vont beaucoup compter. Donc, quand on dit perte de chance importante, il faut fixer l'ordre de grandeur. Si vous, je sais pas, un senior qui aujourd'hui, ou quelqu'un qui, peut-être quand même un chiffre, quand même, à partir de 40, vous vous rendez compte, à partir de 43 ans, on a fait le test, à partir de 43 ans, par rapport à quelqu'un qui aurait moins de 30 ans, c'est pas beaucoup 43 comme senior. Être senior à 43 ans, 43, 45, vous êtes déjà senior sur le marché du travail, c'est effarant. 43, 45 ans, eh bien, vous avez dans les entreprises du CAC 40, dans les grandes entreprises, vous avez presque 50% de chances en moins que votre CV reçoive une réponse. Parce que, franchement, on vous préfère en dessous de 30 ou de 35. Après, c'est trop tard. Bien sûr, inutile de vous dire, quand vous faites le test à 50 ans, ça ne va pas s'arranger. Et personne n'a osé, même moi, j'ai jamais fait, personne jusqu'à présent n'a osé. Si une fois, je crois que je l'ai fait pour les besoins d'une émission de télé, je crois qu'on avait un profil de plus. J'avais fait exprès un petit test jusqu'à 50, je crois, avec un faux candidat qui avait 55. Une fois, je l'ai fait. Mais personne n'ose le faire à 50, 58, 60 ans. Enfin, je ne sais pas ce qui se passerait si on envoyait des CV de gens qui ont 60 ans. Aujourd'hui, quoi. Sauf que, tous remarquez que entre 43 et l'âge de départ à la retraite, il y a pas mal d'années maintenant. Il y a juste un problème. Donc, on a un problème énorme là, de ce côté-là. Mais ça ne progresse pas. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais les sondages du Défenseur des droits montrent sans aucune ambiguïté que l'âge, ça devient vraiment le problème numéro 1. Et quand on dit âge, c'est les seniors. Parce qu'on parle toujours de l'emploi des jeunes. Pas trop de jeunes ici, je ne vais pas trop me faire assassiner. Les jeunes, bien sûr, il y a un problème d'accès à l'emploi, mais c'est pas le problème principal en réalité. Parce qu'on met l'accent toujours sur ça, mais on oublie que quand vous avez perdu votre job et si vous êtes sur le marché, que vous n'avez pas de réseau et que vous êtes un senior, bonne chance pour trouver un job. Les employeurs aiment bien les jeunes, contrairement à ce qu'on pense. Les employeurs, je peux vous le garantir, dans beaucoup de secteurs, ils veulent des jeunes. C'est ceux qu'ils recherchent. Ça, c'est évident. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent un emploi et il y a des files d'attente et en plus, on demande un peu d'expérience, etc. Donc, je ne dis pas que les jeunes ne galèrent pas en passant par des petits boulots et que c'est pas un peu long. Mais il y a une préférence, c'est-à-dire il y a un jeunisme très fort en France. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, la jeunesse est valorisée. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez le contrat de génération, je ne veux pas être polémique ici, mais le contrat de génération,
C'est juste de dire, vous gardez vos seniors et vous prenez des jeunes. C'est ça le contrat de génération, je vous le rappelle. Hein. D'ailleurs, Marie-Arlette Carlotti l'a signalé. Il y a juste un. C'est pas recruter des jeunes. Hein. C'est pour l'instant gardez vos jeunes, gardez vos seniors, pardon, et puis vous prenez des jeunes. Voilà. Mais c'est pas vous recruter des seniors. Peut-être qu'on va y venir, mais c'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer au stade de ces tri de CV? Donc, ces fameuses discriminations. Alors, malheureusement, il y aurait une solution, ce serait de rendre les CV anonymes. Peut-être on pourra en parler, mais je vais un peu accélérer. Une loi a été votée en 2006, et depuis 7 ans, il n'y a jamais eu de décret d'application. Donc, cette loi ne s'applique pas aux entreprises. Normalement, en France, les CV devraient être traités de façon anonyme, afin d'éviter les biais dont je vous parle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai écrit au Premier ministre au mois de décembre, pour lui demander de prendre les décrets d'application de la loi de 2006. Je ne sais pas ce que tout ça va donner, mais c'est quand même une bizarrerie. Pourquoi un tel attachement à savoir autant de choses sur les candidats? Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour les recruter? C'est quand même pas évident. Enfin, il faut quand même arriver à expliquer pourquoi vous avez vraiment besoin de la photo des gens, pourquoi vous avez besoin de savoir tout ce qui les concerne, leur nom, leur prénom, pourquoi. Et pour que vous compreniez le paradoxe, c'est que vous avez tous ici fait des études, vous avez sans doute cacheté des copies d'examen, passé un baccalauréat. Est-ce que vous avez trouvé que c'était choquant? Et si aujourd'hui on vous disait, plutôt que de cacheter la copie pour le bac, eh bien maintenant on va mettre une photo, le nom, l'adresse, etc. Est-ce que vous trouveriez que c'est un progrès? Est-ce que vous trouveriez qu'on va dans le sens de l'égalité des chances et que c'est mieux comme ça? C'est surréaliste, quoi. Or, il faut réaliser que pourquoi, tant que vous êtes dans le système éducatif, on va vous appliquer cette règle-là. Et puis après, on l'abandonne. Alors bien sûr, quand vous passez le bac ou après dans l'enseignement supérieur, il y a des oraux, il y a des jurys. Et là, bien sûr, il peut y avoir une subjectivité. C'est comme dans les entreprises. Mais ça n'empêche pas qu'en amont, on peut quand même essayer de traiter, de regarder les compétences des gens sans être influencé par leurs photos, par exemple. Bon, il sera bien temps de voir les gens à un moment d'un entretien en pied. Peut-être pas besoin de les voir avant. Donc voilà. Mais sur le CV anonyme, je sais que les Français sont très partagés c'est un peu, là, sur ce sujet. Donc c'est pour ça que j'essaie de plaider à nouveau pour vous convaincre. Mais je sais qu'il y a des réticences du côté en particulier des entreprises. Mais la fonction publique, dans ses concours, le fait depuis longtemps. Hein. Et au Conseil général de l'Essonne, d'ailleurs, on vient depuis le mois de janvier, le Conseil général, et je les aide sur ça, mais ils ont décidé de passer à l'anonymat des candidatures. Ce qui se fait déjà dans d'autres entreprises comme AXA, par exemple, la RATP, enfin, il y a d'autres cas où on anonyme déjà les candidatures. Alors, donc, le tri de CV est une chose. Alors ensuite, vous allez avoir, donc là, vous voyez, une opération qui élimine quand même pas mal de monde dans des conditions qui posent problème. Et je ne vous ai pas asséné toute la série des discriminations. Et puis vient l'entretien. Alors, l'entretien, tout le monde en raffole. C'est, en France en particulier, mais tout le monde a la conviction que c'est évidemment que ça va très bien marcher, qu'on va pouvoir déterminer les motivations, la personnalité de quelqu'un, qu'on va pouvoir bien l'évaluer. Alors le problème de l'entretien, c'est que bien sûr c'est utile de voir les gens avant de les embaucher. On a juste un problème, c'est que l'entretien, malheureusement, on se laisse influencer dans un entretien par toute une série d'éléments qui vont brouiller le message. Et en particulier, il va s'agir de la communication non verbale, ou si vous préférez, par exemple, de l'apparence des gens. Alors ça avait déjà commencé quand on mettait une photo sur le CV. Alors je vais vous montrer quelques exemples ici, on va s'amuser à le faire. Par exemple... Ouais, non, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est Abercrombie, vous avez suivi? Enfin, mes slides sont peut-être pas dans le bon ordre. C'est juste parce que il y a une telle fascination qu'on va retrouver dans le recrutement pour les personnes belles
que évidemment, vous avez aussi là des marques comme celle-là qui aiment bien les beaux mannequins et qui préfèrent ils préfèrent les minces et ils préfèrent les beaux. Et ils s'en vantent. C'est un peu le problème d'Abercrombie, c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes. Mais pourquoi l'exemple est intéressant? Parce que j'en parlais dans le bouquin avant qu'il y ait eu une polémique. C'est intéressant parce que vous savez que beaucoup disent pour lutter contre les discriminations, il est important de promouvoir la diversité. Et Abercrombie, c'est une entreprise, je vous assure, hein, si vous allez sur le site d'Abercrombie, Abercrombie adore la diversité. Ils sont vraiment en pointe sur la diversité, dans leur recrutement, et c'est les rois de la diversité. Alors moi déjà, dans mon bouquin qui était sorti avant la polémique qu'ils ont eue, je disais quand même, ils sont gonflés parce que comme hypocrite, ils se posent là quand même parce que oui, il y a des hommes et des femmes, mais pour peu qu'ils soient sur ce modèle-là, oui, ça c'est juste la diversité, ça s'arrête là. Mais il faut pas être senior, faut pas être handicapé, faut pas avoir des kilos en trop. C'est quand même assez draconien. C'est pas toutes les diversités. Au passage, on est tombé sur Abercrombie, mais c'est pareil presque partout. Même si vous avez vu qu'il y a eu une polémique chez Coste. Parce que maintenant, la dernière nouveauté, c'est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est même plus seulement dans le recrutement, c'est aussi pour les clients. Si Abercrombie a eu des problèmes, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient plus de taille supérieure à 38. Donc ils ont une pétition dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'Abercrombie, il y a quelques mois, s'est retrouvé avec des gros problèmes dans le monde entier, avec des pétitions, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils se sont vantés du fait qu'ils voulaient des gens beaux et successful, donc ils n'auraient plus de taille supérieure au 38 dans leur magasin. Il y a juste un problème, c'est qu'évidemment, en France, vous avez 15% d'obèses, 30% de personnes en surcharge pondérale qui font plus que 38. Aux États-Unis, ça va être 60% de la population. Donc, qui rentre dans du 38 aux États-Unis, même en France. Donc, il y a un moment, et puis surtout, c'est un mépris pour les clients qui est incroyable, quoi. Donc, là, ils ont commencé à avoir un problème, ce qui est intéressant. Et c'était pas sur leur politique de recrutement, même si le défenseur des droits, d'ailleurs, lui, s'est demandé s'il n'y avait pas des problèmes de discrimination du coup. Mais ça ne s'arrête pas là. Amusez-vous un jour, parce que j'en parle dans mon bouquin, amusez-vous un jour, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, amusez-vous à aller sur un site de recrutement sur Internet d'hôtesse d'accueil. Parce que c'est hôte ou hôtesse, mais bon, en fait, en clair, c'est en général hôtesse. Ils sont quand même... là, vous avez le florilège de ce qui est évidemment interdit, mais on recrute des gens sur des critères physiques. Point final. Alors, il se trouve que dans les entretiens, l'apparence physique va jouer énormément et elle joue déjà sur les photos dans un CV. C'est aussi la raison pour laquelle il ne faut surtout pas faire de CV vidéo, parce que c'est à la mode en ce moment, on en parle pas mal, mais le CV vidéo, parce que maintenant, certains se disent, au lieu d'anonymer les CV, nous, on va plutôt faire des CV vidéo. Vous voyez, c'est-à-dire la personne est filmée, vous connaissez ces trucs, ça se développe. Alors on va montrer les gens en vidéo, et comme ça, l'employeur recevant ça, d'un seul coup, il va voir la vraie personne, il va être convaincu par les qualités de cette personne qui serait sinon discriminée en raison de ses origines ou de sa couleur de peau. Évidemment, ça va pas du tout, parce que vous vous rendez compte que vous allez non pas améliorer le traitement des candidatures, mais renforcer en réalité la subjectivité et le jugement sur l'apparence des gens. Alors Abercrombie, ils ont eu un problème, c'est que du coup, vous voyez, ils se sont retrouvés avec des visuels qui ont été détournés. Ça, c'est leur vraie campagne, et puis c'est devenu... voilà, c'est Abercrombie & Fitch, c'était Fat and... voilà, donc ça a été détourné de cette manière. Il y a eu pas mal de... Ce qui veut dire que les opinions publiques commencent à réaliser qu'il y a un problème. Alors revenons sur nos problèmes d'apparence qui vont jouer à la fois sur les photos et dans les entretiens. Par exemple, quand vous prenez ces deux visages, vous voyez que celui qui est obèse, c'était un acteur, c'est une émission qu'on avait fait pour Envoyé spécial il y a quelques années. On avait fait un testing, et puis on avait envoyé ces photos. Évidemment, quand vous avez un visage obèse, vous êtes un homme, vous avez 3 fois moins de chance. La même chose avec des postes pourtant de télévendeurs, mais c'est le même, en fait, là c'est pas bien reproduit, mais c'est le même à droite qui a été juste grossi, parce que souvent on fait ça comme ça. 3 fois moins de chance. Alors, ça c'est sur des photos, c'est pas des acteurs. Mais ici vous avez celui-ci aussi, que j'ai fait plus récemment, en 2011.
J'utilise des jeux que j'ai fait modifier par un photographe. En fait, c'est la même personne. Au départ, c'est le visage qui est en haut au milieu. Et après, les autres ont été obtenus à partir de celui-ci. D'accord? Donc, c'est les avatars. Et donc, on envoie cette série pour voir ce qui se passe pour différents postes. Alors, par exemple, vous avez deviné celle qui va l'emporter en général. Alors, maintenant, on a commencé par quelque chose qui était facile, justement, nos fameux sites d'hôtesse d'accueil. On s'est dit, si ces dames veulent, ou ce monsieur veut aller sur tête haute ou hôtesse d'accueil, allons voir ce qui se passe. Donc, je leur ai fabriqué, bien sûr, avec mon équipe, des mensurations, parce qu'il faut donner votre taille, hein, c'est important. Donc, tout ça était très précis. Et puis, on a envoyé, évidemment, comme sans surprise, donne ici les réponses. J'aurais dû vous garder les visuels. Vous en doutez, la blonde était ici. Ensuite, vous avez les autres. Vous voyez que celle qui est en surcharge pondérale arrive en bonne dernière. La senior est à la peine, comme l'homme, et puis la personne de couleur noire et la photo qui était la photo initiale de la jeune fille maghrébine. Et puis on continue dans la restauration rapide. Alors là, on a changé, les visages sont un peu différents, juste pour justement, c'est une jeune fille marocaine, mais c'est le seul changement, les autres sont les mêmes. Et on regarde cette fois-ci dans la restauration rapide, on a fait ça en 2012. À nouveau, la blonde. Alors la France est en bleu. À nouveau, la blonde surperforme. Elle fait mieux que la candidate dans la restauration rapide de couleur noire, puis suivie de celle qui est maghrébine, puis celle qui est en surpoids. Et malheureusement, la senior est à 4 réponses seulement, quand il y en avait 24 pour la blonde. Ça fait quand même une sérieuse différence. Il faut croire que cette dame, en raison de son âge, qui pourtant, je peux vous la remontrer, je ne sais pas, moi, si je vois la photo, il faudrait m'expliquer pourquoi la dame qui est là-bas, en gris, à gauche, si vous voyez cette photo sur un CV, est-ce que cette dame n'est pas capable de faire de l'accueil? Non, mais il s'agit de postes, on n'est pas, je ne sais pas de quoi on est en train de parler, on parle d'accueil de façon générale, dans des sièges d'entreprise, c'est de l'accueil plus téléphone, enfin, mais faut voir dans quel monde on vit aujourd'hui, avec des pratiques qui sont une sorte de jeunisme, de primes complètement irrationnelles. Alors là, on est dans la multiple discrimination, parce que vous avez remarqué, hein, parce qu'en plus, bien sûr, il y a les effets de la couleur de peau et de l'origine. Et là aussi, il faudrait expliquer pourquoi les maghrébines qui étaient là, en termes d'apparence, vous avez remarqué qu'en plus, elles avaient été choisies à dessein, parce que précisément, elles n'avaient pas un visage désagréable. Hein. Ok, vous l'avez remarqué aussi. Alors, au passage, vous aurez noté que mais il faut que j'aille plus vite, vous aurez noté que la France, évidemment, ça on s'en doutait, est moins bonne que la Grande-Bretagne, par exemple. Bon. Et puis, la façon dont le senior est traité ici, moi, je me suis fait un ennemi dans le bouquin parce que je donne le nom d'un DRH qui fait partie de tous ces DRH, et il y en a quand même quelques-uns, qui trouvent que, par exemple, dans la restauration rapide, c'est normal, on ne peut pas imaginer que chez McDo, on mette un senior. Il n'y a que des jeunes, et c'est normal qu'il y ait que des jeunes, parce que ça ne va pas coller. Il ne va pas s'entendre avec les autres. On entend trop souvent ce genre de choses. Ou le même expliquant que quand il y a une équipe de jeunes de 35 ans, on ne peut pas mettre un senior avec, ça ne va pas aller. Donc vous voyez, ça c'est tellement fréquent que c'est comme ça qu'on arrive à ces situations, en particulier en France, même si ici, vous voyez qu'au Maroc, ce n'est pas non plus une situation très bonne non plus. Alors, on a fait, en ce moment, après avoir beaucoup fait la France, on regarde à l'étranger, en Italie, au Liban, dans différents pays, parce que bien entendu, surtout, il ne faut pas voir ça d'un point de vue franco-français, les Français n'ont pas du tout, pas de French bashing, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. On trouve dans tous les pays des problèmes de discrimination divers et variés. Si vous-même, je vous montre ici, supposons que vous soyez dans un entretien, ou vous voyez une photo, vous allez voir les gens en pied. Si je vous montre ces visages et je vous demande quel est celui qui, à votre avis, a fait
dans l'armée américaine, ils sont jeunes, photographiés à l'Académie de West Point, et si je vous demande celui qui a fait la moins bonne carrière 20 ans plus tard, parmi les 4 qui sont là, numérotés 1, 2, 3, 4. Alors, une proposition, qui vote pour la moins bonne, hein, qui vote pour le 1, le 2, le 3, le 4. Qui a fait la meilleure? Le 1, le 2, le 3, le 4. Bon. Eh bien, vous avez la bonne réponse. J'aurais pu vous laisser quelques centièmes de seconde, 250 millisecondes. Ça aurait suffi. Vous auriez très très vite apporté cette réponse. C'est bien ce qui s'est passé dans cette étude, très sérieuse. C'est très simple. Et c'est ce qui explique la puissance du stéréotype. C'est pourquoi est-ce que vous pouvez faire un pronostic sur le... Comme ça, qu'on peut tous le faire. Dans le monde entier, c'est comme ça. Enfin, tout au moins aux États-Unis, en France, etc. C'est parce que il est déposé en chacun d'entre nous une association entre les traits du visage du 2 et du 3 et leurs compétences, personnalités supposées. Et maintenant, si vous le savez, vous pouvez maintenant très facilement comprendre pourquoi le numéro 3, par exemple, vous a donné le sentiment que vous avez tout de suite perçu, hein, on perçoit tous qu'il a un potentiel qui sera... Enfin, que lui n'en a pas plutôt, il ne fera pas carrière. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Maintenant, qu'est-ce qu'il a? C'est juste, le trait de son visage est très simple. Il a quoi? Comment il a l'air? Quoi? Benet, endormi, gentil. Trop gentil. Trop gentil. Le gars sympa. Pas forcément très malin, mais surtout gentil. En fait, il a un visage d'enfant, de poupon, baby faceness, les oreilles décollées, les yeux ronds, un peu. Vous avez des personnes. Quand vous regardez les guignols de l'info, vous verrez beaucoup. Ça repose sur ça, c'est-à-dire c'est justement toujours intéressant à regarder pour ça. C'est comment le stéréotype est systématiquement utilisé, puisque à chaque fois, les guignols vont toujours présenter la personnalité des hommes politiques, par exemple, en partant de leurs caractéristiques physiques, en surfant sur le stéréotype. C'est comme ça. Donc, je ne vais pas donner le nom, mais vous en avez un qui a les oreilles décollées. Quand il a les oreilles décollées, il est toujours présenté comme un enfant, une sorte de Benet, un gars gentil, un peu enfant. Je vous laisse le reconnaître. Mais donc, vous avez le personnage du gros, un peu mou, qui finalement a pas mal réussi. Celui qui a les oreilles décollées, qui a l'air un peu gentil, mais lui, il est Benet, pas très malin, enfant, un éternel enfant. Mais lui, ça fait plusieurs fois qu'il se présente aux élections, il a moins de chance. Mais c'est comme ça. Vous avez le personnage du tout petit teigneux. C'est ça, hein. Mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Mais eux n'hésitent pas. Et là, vous avez... Alors, ces stéréotypes sont très puissants, hein. C'est pour ça d'ailleurs mais c'est un autre débat, c'est pour ça que le fait que ce soit repris si fréquemment d'ailleurs dans des émissions à succès peut avoir un effet. Parce que ça entretient les gens dans l'idée que c'est la vraie personnalité de ces gens. Alors bien sûr, tout de suite vous comprenez pourquoi c'est important quand on traite de recrutement, c'est que malheureusement ça n'est pas vrai. Si vous dites, je sais pas moi, telle personne parce qu'elle a quelques kilos en trop est molle, sans personnalité, elle est faible, cette personne va être obligée de faire un régime pour avoir l'air sérieuse et se présenter aux élections. Parce que si elle est moins grosse, elle aura l'air moins molle. Non mais, eh oui. Donc, François Hollande l'avait fait. Eh oui. Non mais c'est pareil à l'embauche, parce que pourquoi un obèse a un problème? Pourquoi quelqu'un d'un peu plus gros a un problème? Et c'est parce qu'il est perçu comme ayant une personnalité plus faible, moins dynamique. Or, pour être président, il faut être fort. Un capitaine de bateau. Donc, évidemment, c'est ça la difficulté. Donc, il faut arriver à lutter contre ce qui est le stéréotype. Mais c'est pas la vraie personnalité des gens. C'est ça qui est intéressant. Lui, le numéro 3, on ne sait pas du tout s'il est vraiment comme ça. En fait, c'est juste que vous êtes perçu de cette manière. Mais bien entendu, ça n'est pas vrai. Vous pouvez être à poigne, c'est pas parce que vous avez des kilos en trop. D'ailleurs, demain, vous allez maigrir, vous les aurez plus, et alors, vous êtes le même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez quelques kilos en trop, vous êtes forcément différent dans votre personnalité. Et deuxièmement, si vous prenez, puisque je l'évoquais, quelqu'un comme François Bayrou, souvent présenté comme un peu, un peu comme ça, un peu Benet, gentil, etc.
quand vous faites cette carrière et aussitôt, et en fait, vous êtes un animal politique et vous êtes très loin d'être le personnage enfant et naïf dans la vie politique. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, quand vous regardez les CV demandent, si vous voulez, la représentation que les gens ont. Et ça, c'est souvent comme ça. Alors, pour la petite histoire, le 2, lui, il a un air de viril, de chef. Il a une tête de leader, hein, voilà, très, très anguleuse, etc. Alors, c'est pas de la morpho-psychologie, on est d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est juste que les gens sont vus comme ça. Si vous aviez à voter pour un candidat en cas de guerre, vous voteriez pour le A ou le B? Le A, ouais. En cas de paix, l'inverse. Et vous avez ici les caractéristiques habituellement prêtées au A et au B. Si en cas de guerre, on choisit le A, c'est parce que c'est une tête masculine, de leader, dominant. Le B, sympa, intelligent, attirant, hein, il est plus séduisant, mais c'est pas les mêmes caractéristiques. En fait, c'est les têtes de Bush et de Kerry. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Bush et Kerry. Mais pourquoi c'est un bon exemple? Parce qu'en fait, dans le contexte de l'époque, on sait que Bush va l'emporter sur Kerry. Mais pourtant, quand vous regardez le CV, le vrai combattant, c'est Kerry. Puisque ses états de service sont incontestables. Kerry a fait la guerre quand Bush picolait et courait après les filles en étant dans la garde nationale. Mais c'est le vrai CV de combattant, c'est Kerry. Oui, mais malheureusement, il n'a pas la tête de l'emploi. Et ça, c'est quand même toujours la même chose, c'est qu'il y a le vrai CV de quelqu'un, et puis ses états de service, et puis il y a la tête qu'il a, quoi. Et c'est pas évident, même si les communicants essayent de remédier à ces situations, c'est toujours compliqué. Vous pouvez prendre, par exemple, au passage, McCain. McCain a été très durement attaqué sur son âge, sur son incompétence, etc., à utiliser les ordinateurs. En fait, c'est juste parce que comme il est combattant, il a été blessé au Vietnam, il ne peut pas utiliser ses mains et taper sur un clavier, il a juste des problèmes de personnes handicapées. Mais il a été présenté par ses concurrents comme étant quelqu'un qui était une sorte de gars dépassé par son époque, ne pouvant pas utiliser un clavier. Maintenant, ici, qui vous semble la plus intelligente, la plus stable au plan émotionnel, qui a le sens des responsabilités? Bref, vous la recrutez, quoi. Vous la recrutez demain, c'est la 1 ou la 2? Bien sûr. Maintenant, digne de confiance, stable au plan émotionnel, sens des responsabilités. Vous choisissez le 1 ou le 2? Le 1. Bien sûr, le 1. À qui vous faites confiance? Confiez les clés de la maison. Vous partez en vacances à la tête tranquille et vous prenez un autostop. Vous prenez lequel en autostop ce soir? Le 1 ou le 2? Bien sûr, le 2. Alors, si vous avez un chef à choisir sur l'axe vertical, un chef à choisir plutôt en haut ou en bas? C'est un chef pour un commando, hein, l'opération est... Ouais, bien sûr. Et sur l'axe horizontal, c'est un caissier. Là, le caissier, c'est la confiance. C'est l'axe horizontal, donc le caissier plutôt pas tellement à gauche. Hein. Le caissier, ça va pas tellement être à gauche. Ça, c'est de gros programmes américains où il y a beaucoup d'études menées en ce moment sur ce genre de choses. Mais il est évident, vous voyez, comprenez bien, vous êtes en train d'embaucher quelqu'un, vous voyez la personne se pointer, franchir le pas de la porte, vous recrutez un comptable, un caissier, ou pour tel ou tel type de job, ou un veilleur de nuit, évidemment, l'apparence physique des gens va avoir un impact considérable. Ici, vous avez... Ah oui, est-ce que c'est les visages de droite ou de gauche qui réussissent le mieux ce qu'ils entreprennent dans leur vie? Comment? Ah, qui vote pour la droite? Et la gauche? Un peu moins quand même. Alors, de fait, les gens vont en général penser comme ici, que c'est plutôt ceux de droite qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Maintenant, qui sont les plus intelligents? Est-ce que c'est ceux de droite ou de ceux de gauche? En termes, alors là, on est sur l'intelligence. Hein. C'est important quand on recrute, hein, on ne prend pas des imbéciles en général. Hein. Des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent et des gens qui sont intelligents. Donc les gens intelligents, globalement quand même à droite. Hein. Non? Franchement.
C'est pas évident. C'est plus compliqué sur l'intelligence, c'est vrai. Hein. Un peu plus. En fait, les gens choisissent en général ceux de droite. Alors, quelle est la différence entre les visages de droite et de gauche? Je vous résume, c'est simple. Je vous les repasse en gros. Ceux de droite, ils sont juste plus beaux. C'est pour ça qu'ils sont fabriqués comme ça. Bon. Il se trouve que, du coup, à chaque fois que vous avez un visage à droite, il est sociable, travailleur, intelligent, créatif, sympathique, excitant, accessible, honnête. Et tous les visages de gauche, ils ont les caractéristiques que vous avez à gauche. Alors évidemment, quand vous recrutez quelqu'un, vous préférez qu'il soit de préférence honnête, plutôt malin, sympa. Vous avez envie de travailler avec lui, vous le trouvez plutôt... c'est bizarre, il y a un fit, vous avez envie d'être avec. Forcément, il est plutôt mignon, bon, c'est pas désagréable visuellement. Et puis, vous avez envie d'être avec, comme vous partiriez en vacances avec, ou comme vous auriez un rendez-vous le samedi soir avec, ou un rendez-vous amoureux. C'est à peu près la même chose. C'est pour ça que quand on dit tout le temps dans le recrutement, c'est une rencontre, le recrutement, c'est un fit. C'est normal, c'est très subjectif. Oui, bien sûr, c'est mieux de travailler avec quelqu'un avec qui on a envie de travailler que quelqu'un avec qui on n'a pas envie de travailler. Il y a juste un problème, c'est qu'on aura envie de travailler avec certaines personnes plus qu'avec d'autres. Pas forcément parce que c'est les plus compétentes, mais juste parce que elles sont plus sexy. On va être clair. C'est quand même un florilège de qualité. C'est pas, ne croyez pas que c'est une étude comme ça. Hein, on connaît très bien tout ça. Alors du coup, si vous êtes une femme, alors ça c'est dans mon bouquin, je donne cet exemple, cette étude qui est récente. Vous avez là 3 visages. Quelle est la plus compétente? Alors la plus attirante des 3. Oui, à droite. Là, on est samedi soir. Hein. L'objectif pour le recrutement, c'est pas de choisir la plus attirante, sauf si vous recrutez pour le salon de l'automobile ou une hôtesse. Bon, d'accord. Maintenant, digne de confiance. Milieu ou à gauche même. Ouais. La plus sympathique. Ah oui? Ah oui. C'est plus compliqué, hein. Partager. La plus compétente. Alors, combien de votes compétentes professionnellement? Qui vote à gauche? Compétente pour un travail. Ah oui, non, je mets de côté. Non, c'est pas hôtesse d'accueil, hein, ni serveuse chez Coste. Non, c'est milieu. Oui, milieu. Qui vote pour le milieu? Pour savoir quand même. Une autre proposition, alors donc, pour la droite? La gauche, d'accord. Alors, vous avez remarqué que c'est la même. Elle est juste maquillée. Alors, à gauche, elle est sans maquillage. Au milieu, maquillage professionnel. Et à droite, maquillage glamour. En fait, dans les jeux de photos, il y en a 4. Parce qu'il y a aussi le maquillage naturel. Il y a sans maquillage et maquillage naturel. En fait, il y a 4 modalités. Le plus efficace, c'est d'être sur un maquillage professionnel. Mais ce qui est catastrophique, c'est pas de maquillage. Voilà. Voire naturel. Mais sans maquillage, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que si d'aventure il arrivait à une candidate de s'imaginer qu'elle peut aller sans maquillage à un entretien d'embauche, elle va se priver de chances absolument certaines. Et elle est naturelle, elle est elle-même, c'est très bien, sauf que ça va pas être perçu de cette manière par les interlocuteurs. Le problème qu'on a, c'est justement, c'est ce qui ne va pas actuellement, c'est que l'ensemble, dans nos recrutements, malheureusement, on s'attache beaucoup trop simplement, en raison de la façon de les faire, simplement à l'apparence et à la tête des gens. C'est ça le problème. Maintenant, pourquoi il en est ainsi? Je vais vous dire pourquoi il en est ainsi. C'est parce que lorsque vous envoyez, par exemple, on va commencer de façon très simple, je suis d'accord avec vous que si on donnait la possibilité aux gens, dans un entretien, de vérifier qu'ils sont capables, par exemple, d'être bons dans un poste d'accueil, etc., ou dans d'autres fonctions, ce serait très bien. Mais malheureusement, cette chance n'est même pas donnée parce que, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, au simple stade de la photo de quelqu'un, vous ne l'apprenez pas.
Donc c'est là qu'on a un problème, c'est que vous voyez, on écarte des candidats en fonction de leur patronyme, en fonction de leur âge ou en fonction de leur photo, sans même regarder ce qu'ils ont à dire. Et là, je suis d'accord avec madame. Mais on ne va même pas jusque-là. C'est ça le problème qu'on a. Ensuite, deuxième problème, et pourquoi je parle de ça pour l'entretien, et ça vous répondra, c'est qu'en fait, le problème dans l'entretien, c'est que nous savons que on est toujours influencé par la première impression. C'est ça qui est difficile. Bien entendu, et je suis d'accord avec vous, si quelqu'un est complètement nul à l'oral, on va quand même s'en apercevoir, on ne le prendra pas. Le problème, c'est que ce qui va souvent se produire, c'est que pour des gens qui, au fond, se débrouillent de façon à peu près normale, comme d'autres, ce qui va se passer, c'est que la première impression va compter beaucoup. Vous savez, on dit toujours la première minute, quand vous franchissez le pas de la porte, que vous serrez la main. Et le problème, c'est que quand tout ça a été beaucoup étudié, on sait que malheureusement, ça va fausser la suite. C'est-à-dire, on n'écoute pas toujours ce que l'autre a à dire, ce qu'il va dire dans le reste de l'entretien. Et ça, c'est un problème. Alors, comment remédier à cette difficulté ? On va prendre un exemple. Ce soir, c'est la deuxième émission de The Voice, saison 3. Pour les gens qui connaissent. Peut-être que vous avez des enfants, je ne sais pas qui le regardent peut-être. Qu'est-ce que c'est que The Voice ? Pour ceux qui seraient peu familiers de ce genre d'émission. Mais c'est intéressant à connaître. C'est un exemple intéressant. Pourquoi ? Le grand public, dans le monde entier, est en train de découvrir, depuis 3-4 ans, via des émissions qui sont diffusées dans le monde entier, produites par Endemol ou d'autres, ils sont en train de découvrir le principe de la prestation que vous allez accomplir, ici chanter, c'est un télécrochet, The Voice, et vous allez exécuter cette prestation, mais sans être vu par le jury. C'est-à-dire que les gens qui vont vous noter ne vous voient pas, ils vous entendent chanter. De la sorte, c'est la voix que vous jugez, non pas l'allure de la personne. Et même, dans The Voice, on fait jouer le téléspectateur de temps en temps lui-même à éprouver ce qui se passe. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que il faut savoir que les orchestres symphoniques, depuis les années 70, recrutent de cette manière, parce qu'on s'est aperçu que ça donnait plus de chance aux femmes, par exemple. En effet, dans un orchestre symphonique, vous allez être dans une fosse. Si vous êtes dans la fosse d'orchestre, il faudrait quand même expliquer pourquoi on a absolument besoin de voir la personne alors qu'elle est en train de jouer. Non, vous écoutez comment elle exécute sa prestation et vous évaluez cette prestation. Donc c'est comme ça qu'on fait dans les orchestres symphoniques. Il se trouve que, et on sait que c'est une bonne méthode, The Voice, le grand public découvre cette méthode, et d'ailleurs, c'est pas encore sur M6, mais ils ont acheté les droits d'une émission américaine qui s'appelle The Test, qui fait la même chose pour un concours de cuisine. C'est-à-dire que c'est à l'aveugle que sont jugés les plats d'un certain nombre de gens. Le principe est en train de se diffuser. Les audiences sont maximales. Je parle de The Voice. Ça marche très très bien. Pourquoi ça fascine les gens et pourquoi c'est si intéressant ? Parce que justement, ça répond un peu à la question que vous posiez. C'est que il faut qu'il y ait une place pour l'entretien, mais toute une partie de la compétence des gens, il faut essayer de l'évaluer en éliminant ce qui va fausser le jugement. Et c'est difficile. Et c'est pour ça que l'idée du rideau, vous voyez, pour le musicien, ou bien, alors, ce qu'il faudrait, et c'est l'idéal, par exemple, Pôle emploi, une bonne méthode de test professionnel par simulation, la méthode des habiletés. En fait, on peut faire passer des tests aux gens, et ce sont de très bonnes méthodes. Donc, on n'est pas le problème de l'entretien qui est très utilisé, c'est que c'est pas toujours évident. Je suis d'accord avec vous, on peut voir que quelqu'un est bon, pas bon, mais honnêtement, vous faites du recrutement, moi j'en fais aussi. Je pense que pour tous ceux qui en ont fait ici, franchement, celui qui me dit qu'il se trompe jamais, que c'est facile, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas si évident que ça, parce que il est évident qu'il y a quand même des risques d'erreur. C'est évident, il y a une subjectivité. Et puis il y a un dernier risque que je voudrais quand même le mentionner ici, parce que j'en ai pas. Il faut que je m'arrête, mais peut-être sur ma présentation. Mais il y a quelque chose dont on parle peu dans le recrutement, ou pas assez, et qui commence à être étudié sérieusement, je voudrais vous mentionner. Ça concerne l'entretien, mais même d'autres aspects. C'est qu'en fait, dans le recrutement, ce qu'on cherche a priori, c'est à prendre les gens les meilleurs. C'est logique, les plus compétents. Malheureusement, on se trouve confronté, par exemple, maintenant à des problèmes de fraude, de triche, de mensonge, de plus en plus fréquents.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme triche, fraude, mensonge? Vous avez déjà les faux CV, enfin les faux diplômes. C'est en train d'exploser, vous le savez. Il y a une explosion, vous l'avez vu, maintenant, on s'en aperçoit de plus en plus, hein, les faux pilotes, les faux... il y a une multiplication des faux diplômes. C'est en train d'exploser à la faveur de la mondialisation, etc. et des nouvelles technologies. Alors on s'en aperçoit, mais quand même, ça devient un peu préoccupant. Vous avez aussi de fausses écoles qui sont bidons, c'est ce qu'on appelle les moulins à diplômes. Les exagérations dans les CV, etc. Donc les gens au stade des CV, on sait qu'il y a déjà un problème. Deuxièmement, et ça c'est moins connu, on utilise les tests de personnalité. Mais les études montrent que le problème, c'est que dans les tests de personnalité, les gens, ils enjolivent leur personnalité. On sait qu'ils savent très bien le faire. Et puis, ce qui se passe dans les entretiens, ou quand on demande à quelqu'un de raconter ce qu'il a fait, ses expériences, est-ce que on pourrait se dire, après tout, les gens, vous leur dites, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait dans son job précédent. Dans un entretien, par exemple, vous allez demander à quelqu'un, ou dans des questionnaires biodata, vous allez lui dire, mais qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que vous pouvez me dire des choses? Ou est-ce que vous pouvez l'écrire? Et là, on s'aperçoit, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, que il y a un problème, c'est que les individus qui sont malhonnêtes et menteurs vont être assez habiles dans l'art d'être roublards jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils vont très bien mentir. Et du coup, ils risquent de mettre éventuellement leur intelligence, mais même s'ils ne le sont pas, ils ont l'habitude, ils le font. Pourquoi ils ont l'habitude d'ailleurs? Vous savez quels sont les étudiants les plus tricheurs et les plus malhonnêtes dans les études américaines? C'est les étudiants en management, en gestion. Ceux qui vont faire de la finance après. On va être clair. Celui que vous allez recruter comme trader à la Société Générale ou ailleurs, celui qui va être dans la finance, qui est passé par des écoles de ce type, il va avoir un rapport des comportements éthiques problématiques. Déjà, quand il était étudiant, moi j'ai enseigné en école de commerce, à la fac maintenant, on sait ce que c'est que la triche, la fraude. Si vous voulez, des étudiants qui sont, ou des gens qui ont l'habitude de tricher, comment vont-ils se comporter au travail? S'ils voient quelqu'un qui se comporte de façon délictueuse, non éthique, si eux-mêmes peuvent tricher, faire des faux, et finalement engloutir plusieurs milliards dans des opérations aventureuses ou mentir. Est-ce que ces individus existent? Ce qui se passe, c'est que c'est un risque quand même important pour les entreprises. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'éviter de recruter des gens qui sont dangereux, qui ont des comportements non éthiques? Et il y a un problème de justice sociale, pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit, là aussi, je trouve qu'on ne parle pas de ce problème qui est important, c'est que les personnes qu'on va recruter, par définition, c'est a priori les meilleures. Et maintenant, dites-vous ça. Si quelqu'un a triché, menti sur son CV, s'est inventé des diplômes, si deuxièmement, il a menti sur tout ce qu'il savait faire, il en a rajouté dans son CV, dans ce qu'il raconte, de bout en bout, cette personne elle est nécessairement meilleure que ses concurrents. Vous êtes d'accord avec le raisonnement? Donc, pour dire les choses autrement, et on l'a déjà calculé, la probabilité que parmi les meilleurs que vous recrutez, parmi ceux que vous recrutez, il y ait justement les plus malhonnêtes, cette probabilité est importante. Parce que c'est justement parce qu'ils ont triché qu'ils sont devant. Si vous avez triché pour être le premier, apparaître le plus compétent, évidemment, il y a un risque réel. Vous voyez le problème. Alors, c'est pas tout à fait anecdotique, parce qu'on pourrait se dire, après tout, on pourrait se dire que ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais le problème, c'est que de nos jours, ça pose un problème important. Je faisais référence implicitement à la crise financière, à des tas de trucs. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, les effets du fait que vous ayez des individus qui se comportent mal, qu'on ait une mauvaise gestion des ressources humaines, ça conduit à des catastrophes. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Vous avez sûrement d'autres questions intéressantes comme vous aviez commencé à le faire, mais je préfère parce que ça lèvera des malentendus, parce que sinon il peut y en avoir pas mal. Oui. Disons, la morphopsychologie actuelle s'appuie sur ce qu'on appelle la physionomie, c'est-à-dire au fond un cas théorique qui remonte au XIXe siècle. Et actuellement, ce qui existe dans ce domaine, que j'ai vu, pour l'instant, n'a pas de base scientifique. On ne considère pas que ce soit scientifiquement solide.
En revanche, ce qui se développe depuis maintenant, ces toutes dernières années aux États-Unis, est très différent sur les visages, c'est que c'est vrai, comme je vous l'ai montré, il y a des visages qui peuvent être perçus comme ayant tel ou tel trait de personnalité. Après, est-ce que ça correspond vraiment à ce que sont les gens? Ça marche pas tellement, quoi. Mais voilà. J'ai oublié de dire aussi, parce que j'en parle pas mal dans le bouquin, parce que là aussi dans le recrutement, c'est quand même, heureusement, on a du mal à en sortir. Vous vous rendez compte que la France est quand même le seul pays avec la Belgique et un petit peu la Suisse à utiliser de la graphologie. Et dans une enquête de 2007, faite par le syndicat des professionnels en recrutement en France, le Syntec, 70% des cabinets de recrutement, membres de ce syndicat, pratiquaient de la graphologie. La graphologie n'a aucune validité, c'est absolument certain. C'est-à-dire, la graphologie, vous faites écrire quelqu'un, dire que vous connaissez sa personnalité avec ça, c'est absolument, mais là je vous assure, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas reconnaître, mais pas la personnalité. Donc là, c'est sûr. Normalement, le bon recrutement, typiquement, vous avez un traitement anonyme des candidatures. Bon, première étape. Déjà, vous êtes sûr que sur les CV, c'est objectif. Deuxièmement, quand quelqu'un a raconté quelque chose sur un CV, comme je le disais, c'est assez facile. Aujourd'hui, vous avez des logiciels, des moyens, des entreprises dont c'est le métier, et il suffit de vérifier que les gens ont bien ce qu'ils ont raconté. Comme diplôme, par exemple, c'est pas très compliqué. Deuxième étape, après, vous faites passer les tests professionnels. Heureusement, il y a des entreprises qui le font. Heureusement. Et des tests professionnels ou de mise en situation, ou certains tests qui marchent très bien. Je vais vous donner des exemples. Je sais pas moi, chez Air France, quand vous faites passer à des personnels au sol ou des commerciaux, vous faites passer un test de langue ou d'anglais. Dire bon, il peut être anonyme, mais c'est un test de langue. Quelqu'un, il connaît l'anglais ou il connaît pas l'anglais. Vous êtes d'accord avec moi? La coiffeuse, elle s'est coiffée ou elle s'est pas coiffée, etc. Donc le test professionnel, c'est quand même idéal. Moi, j'ai fait des recrutements. Quand je fais des recrutements simples, hein, c'est vrai que c'est plus simple sur certains jobs que sur d'autres, je l'admets. Mais sur beaucoup de jobs, quand vous recrutez un opérateur de saisie, c'est pas compliqué de faire des. Il y a des tests pour ça. Tout le monde le sait. Ils sont pas compliqués à faire. Vous simulez le job. Quand la Poste recrute des facteurs, c'est ce qu'on fait. C'est la méthode de Pôle Emploi. Vous avez c'est du tri dans des cases de courrier. C'est pas. Vous voyez, les gens, on sait faire ça. Donc des tests qui marchent très bien. Même des tests de QI, parce que vous savez que les tests de QI, même si ça paraît bête, ça marche bien. Il paraît que ça, enfin, c'est pas il paraît, ça a une bonne validité prédictive de la performance. Donc finalement, quelqu'un d'intelligent, c'est quand même mieux que quelqu'un qui l'est pas. Donc vous voyez, on peut avoir des batteries de tests qui marchent bien. Et ce qui est dommage, c'est que les entreprises y sont venues, hein, mais c'est vrai qu'on vient d'une situation où en France, c'est encore beaucoup comme ça, mais souvent, le recrutement, c'est juste un entretien, quoi. Mais moi, j'ai travaillé avec L'Oréal, il y a encore quelques années, L'Oréal, tous les recrutements de L'Oréal, c'était uniquement un entretien. Mais vous savez, en France, l'essentiel des recrutements, c'est vous envoyez un CV, ou encore des fois même pas, et puis vous avez juste un entretien avec quelqu'un. C'est pas très sophistiqué, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut mieux faire. Alors c'est vrai que je dresse un tableau apocalyptique, mais c'est pour essayer parce qu'on peut s'améliorer, heureusement. Bon, voilà, autant le dire ici, je suis hostile à la discrimination positive, et même d'ailleurs dans le domaine de l'emploi, à la parité homme-femme, parce que soit vous êtes sur les compétences, soit vous êtes sur autre chose. Mais il ne faut pas être sur autre chose. Quoi? Pourquoi c'est pas plus utilisé? Pourquoi ce critère de compétence n'est-il pas donc plus utilisé? Après tout, s'il est le plus performant. C'est pour 2 ou 3 raisons. Vous allez avoir d'abord parce que les gens, vous savez, même les professionnels, dans certains cas, ne savent pas ne connaissent pas peut-être la validité des méthodes. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui croit à la graphologie, comment il peut croire à la graphologie? Je vais vous donner un exemple parce que j'en parle dans mon bouquin. Je cite l'exemple. C'est dommage, j'ai pas fait de slide sur ça. Il y a quand même quelqu'un qui a écrit un bouquin sur le tarot, le management par le tarot, qui est un coach extrêmement en vue. Il recrute par les cartes de tarot, il l'a fait, et il est fier d'expliquer qu'il recrute en tirant les cartes de tarot. Dans mon bouquin, j'ai montré ces cartes de tarot sorties, il a recruté comme ça.
Maintenant, c'est un des papes du coaching en France. C'est un spécialiste il a aussi écrit sur l'intuition. C'est les gens qui pensent qu'il faut recruter par intuition ou avec les cartes de tarot. Bon, il est quand même professeur associé à HEC et il dirige toutes les formations au coaching d'HEC. Bon, c'est un gourou. Et encore, au mois de septembre, vous pouviez vous inscrire à ces formations où il peut continuer à professer. Ce que je vais vous dire, c'est que donc la première explication, c'est que vous voyez, si vous êtes dans des pratiques irrationnelles, typiquement le cas que je viens de donner, évidemment, vous ne voyez pas voyez pas les trucs. Il élimine donc délibérément le critère de la compétence. Tout au moins, il n'est pas prioritaire. Il se trompe, oui. En fait, c'est parce que non, c'est pas qu'il l'élimine délibérément, c'est parce qu'il se trompe en croyant. C'est parce que vous imaginez que vous trouvez les gens compétents en faisant ça, mais c'est pas vrai. Leur logique, c'est qu'ils ne sont pas uniquement sur la compétence. Je vais prendre un exemple sur les réseaux ou l'origine sociale. Si le piston, c'est un débat, mais est-ce que le piston, c'est la manière d'avoir les plus compétents? Vous avez la réponse. Si vous choisissez le piston, ça peut être, je dis pas que c'est toujours inutile parce qu'il y a des gens qu'on connaît, on peut savoir qu'ils sont très bien. Bon, c'est compliqué, mais quand même, globalement, juste le piston, c'est pas forcément les plus compétents. Si vous recrutez pour des raisons, politiques, parce que là, on est dans la territoriale, si vous recrutez en fonction de ça, c'est un secret de polichinelle que c'est pas forcément une logique de compétence, mais les gens le savent très bien. Là, ils le savent, c'est pas de la naïveté. Donc vous avez un mélange, dans certains cas, d'erreurs, de naïveté, c'est qui peut exister, et puis vous avez ceux qui délibérément sont pas dans la recherche de la compétence, mais dans autre chose. La conclusion, c'est que les recruteurs sont donc des gens incompétents. C'est ça. Non, parce que justement, non, mais moi je fais. Non, pas du tout. Parce que je me suis fait assez d'ennemis et ça va avec. Non, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vous savez quand en 2001, 2002, on a commencé à parler beaucoup de discrimination en France. C'est la même chose. Est-ce que, sous prétexte qu'on faisait remarquer qu'il y avait des discriminations, est-ce que ça voulait dire qu'on allait dire que tout le monde discriminait et que de toute façon les recruteurs étaient tous des incompétents qui discriminent? C'est pas parce que vous observez que c'est répandu massivement. Vous voyez, c'est pas, c'est juste. Je sais pas comment vous répondre. La question porte plutôt sur le cas général par rapport à un cas qui serait plutôt minoritaire. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est vrai qu'il y a une certaine volonté de ne pas voir. Oui, il y a un certain déni quand même heureusement, il y a des DRH qui sont bien. Il y a des gens. Vous prenez je vous dis le CV anonyme. Je sais pas. Il y a plein de. Comment on peut continuer à faire de la graphologie? Ça, c'est incompréhensible. Et pourtant, je connais des DRH, je connais des gens qui sont convaincus que c'est bien, c'est intéressant. Mais pourtant, je vous assure qu'il n'y a pas de discussion sur ça. Il n'y a pas de discussion. Il y en a pas. Non, mais c'est vrai. Sincèrement, sur d'autres sujets, je serai honnête avec vous. Sur d'autres sujets, vous me posez la question des visages, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est une affaire qui est un peu plus compliquée. Mais sur un sujet là comme la graphologie, c'est sûr, ça ne vaut rien. Sur la personnalité, rien du tout. C'est comme l'astrologie. Alors vous allez me dire, il y a des gens, on peut adorer l'astrologie ici. Mais c'est l'astrologie appliquée au recrutement. Vous avez des gens qui recrutent avec l'astrologie. Vous pourrez visionner une petite vidéo d'ailleurs sur le site de Cadre Emploi, je crois. Une petite vidéo d'André Santini d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il dit qu'il recrute comme ça, il prend pas les poissons parce que ceci, cela, etc. Il croit vachement à la... J'espère que dans sa municipalité, il s'occupe pas trop de recruter lui-même. Quoi? Ouais. Bon, il y a des gens qui croient à l'astrologie pour recruter, mais heureusement pas trop. Oui, j'avais une question. Est-ce que justement ces recruteurs, ces cabinets spécialisés dans le recrutement, qui apparemment sont d'une compétence parfois discutable, pas toujours, mais parfois discutable, parce que quand on recrute massivement avec la graphologie, le tarot, il doit y avoir quand même un petit peu de, de dégâts a posteriori. Et est-ce qu'il y a parce que dans beaucoup de métiers, on est évalué sur nos performances, nos compétences, les résultats, etc. Est-ce que eux, se font évaluer, s'évaluent? Parce que ça peut avoir des conséquences économiques en chaîne. Oui, tout à fait. Vous posez une très bonne question très intéressante parce que je parle de l'évaluation évidemment un petit peu dans le bouquin et c'est la question intéressante. Prenons l'exemple vous allez comprendre tout de suite. Prenons l'exemple du directeur de l'aéroport je sais plus si c'était de Clermont ou de Limoges, je sais plus. Vous savez qu'ils n'avaient aucun diplôme.
Bon. Il donnait satisfaction à tout le monde. Vous vous souvenez, cette affaire? Personne n'avait remarqué, enfin, bon, en tous les cas, pour s'occuper de l'aéroport, ça se passait bien. Voilà. Donc, cet exemple montre que si vous voulez, vous pouvez bien souvent occuper votre emploi sans avoir forcément, par exemple, les compétences requises, sans que ça se voit. Pourquoi? Tout simplement parce que les systèmes d'évaluation ne sont pas non plus au-dessus de tout reproche. Si l'évaluation était parfaite, ça se serait. C'est pas le cas. Donc, voilà. Donc l'évaluation, et c'est pour ça aussi du coup que ça marche pas complètement. Vous voyez, parce que c'est vrai que sinon. Puis deuxièmement, je vais prendre un autre exemple, le coaching. Comment des gourous complètement qui tirent les cartes de tarot, etc., enfin qui ont des pratiques bizarres, vraiment, et c'est pas les seuls. Hein, comment des gourous comme ça peuvent aujourd'hui faire du coaching de dirigeants et de cadres? Comment le coaching peut se diffuser à ce point-là? Alors que manifestement, les gens qui l'exercent, pour certains d'entre eux, sont vraiment des gens qui sont pas compétents, qui racontent n'importe quoi. Et même dangereux, parce qu'il y a un problème de dérive sectaire hein, qui a été déjà signalé. Alors, comment c'est possible? C'est un peu comme si, tout simplement parce que on n'a pas de moyens de le mesurer. Personne n'en sait rien, parce que sur le coaching qui est très à la mode, vous savez, le coaching, c'est vraiment super à la mode actuellement. Le problème, c'est que personne n'est capable de labelliser un bon coach d'un autre qui ne le serait pas. Personne ne peut mesurer les résultats du coaching. Vous savez comment on sait que le coaching est efficace, l'évaluation. Donc, comment on sait qu'il y a un bon ou un mauvais coach? C'est exactement ça, qu'il est compétent ou pas. On n'en sait rien. C'est juste que les gens qui ont été coachés vont dire « Oui, moi ça m'a plu, j'étais content ». Mais on ne sait pas. Je sais pas, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut voir qu'aujourd'hui, souvent, savoir si quelqu'un finalement est compétent ou pas, c'est pas simple. Oui. Il marche? Oui, c'est bon. Je voulais savoir ce que vous pensiez des primes qui sont accordées pour l'embauche donc de certains publics, dont les seniors qui en font partie, notamment dans le contrat de génération. Il y a quand même une prime hein, pour embaucher un senior dans le cadre du contrat de génération, à condition qu'un jeune soit également embauché, même si ça profite plus aux jeunes. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça, pour vous, ça relève de la discrimination positive ou pas? On fonctionne quand même en France depuis longtemps là-dessus. Et si jamais il n'y avait pas ces primes, où on en serait aujourd'hui? Alors, en fait, bon, il se trouve que le cas sur lequel c'est le moins contestable et que c'est le plus pratiqué d'ailleurs dans tous les pays, c'est le handicap, où effectivement, en l'occurrence, c'est pas des primes, c'est plutôt des pénalités. Mais effectivement, le fait d'étendre à d'autres types de publics, soit en raison de l'âge en général, ou bien de âge, ou éventuellement les lieux d'habitation, parce qu'on trouve les deux, ou les zones, du zonage. Donc c'est sur cette double base, on va trouver des mécanismes en effet pour favoriser l'accès à l'emploi. Pour tout vous dire, je trouve que pour l'inconvénient, c'est que si on les généralise à tous les types du public, c'est un peu du bricolage. Alors en fait, le problème, c'est que autant pour le handicap, on peut le comprendre parce que clairement, il y a une employabilité diminuée, mais alors après, on pourrait dire qu'en fonction de l'âge aussi, mais pas dans ce cas pour un jeune, ou pourquoi y aurait-il une particularité dans certains quartiers, etc. Donc après, je trouve que tous les mécanismes après qu'on va inventer de ce type, je trouve qu'ils sont des remèdes à une situation qui au départ est une situation de discrimination totalement illégale qu'on laisse perdurer. Vous voyez ? C'est ça le problème. Donc, au fond, si on est obligé de bricoler après pour arriver à résoudre un problème. Vous prenez par exemple l'accès des femmes aux fonctions de direction. Elles sont discriminées dans le déroulement de leur carrière. Là, il y a des difficultés. Mais c'est ça qu'il faut résoudre. Vous voyez, après, on cherche à inventer des mécanismes, mais... C'est compliqué. Mais c'est compliqué. Les CV anonymes, c'est compliqué, parce qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. Donc, quand on doit conseiller un demandeur d'emploi
par rapport à la présentation de son CV. Oui, non, mais si lui on a en face de soi quelqu'un qui est bien physiquement, bien sûr. on aurait peut-être tendance à lui dire, bah si, mets ta photo parce que ça va te valoriser. Absolument. Et on rentre dans un jeu qui... Et je suis d'accord avec vous, oui, parce qu'en l'état actuel, c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, les cadres mettent des photos. Si vous êtes bien, il faut mettre votre photo, etc. Oui, je sais. Mais le conseil à donner aux demandeurs d'emploi, je suis d'accord avec vous, je donne les mêmes. Hein, mais non, mais quand même, pour répondre pour le CV anonyme, c'est pas au candidat à faire ça. C'est-à-dire, si la loi s'appliquait... Il faut que ce soit légal. Oui, bien sûr. Par exemple, c'est ce qui se passe dans les entreprises qui le font aujourd'hui, hein, chez AXA, RATP, je vous dis, dans les boîtes qui le font, ou là, au Conseil général de l'Essonne, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est juste que vous envoyez votre CV de façon normale, et puis il va être traité et traité de façon anonyme ensuite, donc par des procédés automatiques, ou bien vous saisissez en ligne les éléments, donc... mais du coup, c'est anonymé. Mais c'est parce qu'il y a des logiciels et parce que dans toutes les grandes entreprises, le recrutement se fait souvent sur les sites internet, donc c'est assez simple. Donc, en fait, mais c'est vrai que c'est pas adapté aux petites entreprises. Je suis d'accord avec vous. Il y a un problème de seuil. La loi avait prévu que ça devait se mettre en place à partir de 50 salariés, mais ce seuil est peut-être pas le bon. Mais quand vous prenez les grandes entreprises françaises, prenez toutes les boîtes du CAC 40, mais même au-delà, les entreprises utilisent des sites de recrutement, elles ont des logiciels pour traiter le recrutement, donc c'est très facile d'anonymer, là par contre. Mais je pense que le CV anonyme sera valable qu'à condition que tout le monde s'y mette. Parce que sinon, c'est ça qui ne peut pas fonctionner, et c'est pour ça qu'il a fallu légiférer sur la fin. Il avait été question de légiférer sur la question, parce que sinon, ça n'a aucun impact. Et pour que tout le monde s'y mette, c'est ça qui est difficile. Parce qu'il y aura toujours des réfractaires, vu qu'il y en a qui en sont encore à la graphologie, alors le CV anonyme, on en est encore loin. Ah ouais. Bon, peut-être d'autres questions. Je vais vous répondre, oui, enfin, en tous les cas, elles en sont satisfaites. PSA et le DRH l'avaient mis en place, Jean-Luc Vergne, il en était satisfait. BBR chez AXA l'était aussi. Si vous voulez, moi je considère que c'est ce que je vous disais, c'est comme pour les copies d'examen. À partir du moment où vous supprimez une information qui pourrait fausser le jugement, c'est logique, quoi. Enfin, vous voyez, il n'y a rien à évaluer d'une certaine manière. Enfin, c'est comme ça. Après, la question qui est différente, c'est de savoir si au stade, par exemple, d'un entretien, on a vraiment été sur le jugement des qualités des gens qui se sont exprimés lors d'un entretien, comme le disait monsieur, ou bien est-ce qu'on n'y est pas complètement arrivé? Est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes qui interviennent? Voilà, ça c'est plutôt là. Mais je crois que c'est pour ça que anonymer, c'est une bonne démarche partout où c'est possible. Et puis après, c'est surtout généraliser les tests professionnels. C'est surtout ça le problème qu'on a, c'est que Pôle emploi le fait, mais c'est très bien ce que fait Pôle emploi. Vraiment, leur méthode est très très bonne depuis des années. Alors il est sûr qu'elle est beaucoup moins discriminante, c'est sûr. Les tests de Pôle emploi sont très bien. Voilà, c'est ça qu'il faut généraliser. S'il vous plaît, que pensez-vous des sociétés de chasseurs de tête? Est-ce qu'ils vendent pas leur soupe comme un agent immobilier sans vraiment s'occuper justement des soi-disant compétences est-ce qu'ils cherchent pas un peu n'importe quoi pour pouvoir placer leur personne ça dépend. Dans la chasse de tête, vous avez deux types de cabinets. Vous avez les cabinets très haut de gamme qui font de la chasse de dirigeants. Ce sont quelques cabinets internationaux. Bon, là, c'est un peu une niche, quoi. Dans ce cas, c'est pas très contestable, c'est vraiment de l'approche. Et puis après, vous avez la chasse de tête type Michael Page, c'est-à-dire de la chasse de tête, je dirais, plus pour des niveaux moindres d'encadrement. Là, qui est plus souvent un peu plus discuté. Effectivement, mais c'est un métier différent du métier de prestataire de recrutement classique. Maintenant, moi, je leur jette pas la pierre. En soi, le métier qui consiste à gérer des fichiers, à aller rechercher des gens et débaucher des gens chez les autres, pourquoi pas, quoi. Là où ça pose juste un problème, je voudrais quand même être précis, parce que Michael Page avait été concerné par cette difficulté, c'est que, et je connais bien le souci, c'est que du coup, ces chasseurs de tête passent des contrats avec des clients, et du coup s'interdisent, par exemple,
va avoir des pratiques qui vont fausser les recrutements parce que, par exemple, vous n'avez pas le droit de débaucher. Si vous avez plusieurs clients, vous voyez, ça pose des problèmes ça fausse les recrutements par la suite. Mais enfin bon, c'est pas grave. Mais sinon, pourquoi pas ce métier, moi, ne me choque pas. À cause du diplôme, oui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que justement, vous savez que la méthode de test professionnel type Pôle emploi, la méthode des habiletés, c'est les bonnes méthodes justement qui permettent de s'affranchir du diplôme. Parce que les gens peuvent montrer leurs compétences, montrer qu'ils savent faire le boulot, et puis bon, s'ils n'ont pas un diplôme, c'est pas forcément un problème. Donc pour certaines qualifications, c'est vrai qu'un autodidacte, si on a des bonnes techniques de recrutement, ça peut permettre de passer le problème du diplôme. Ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, pour les plus qualifiés, en revanche, en particulier pour l'encadrement, il faut faire attention à certains courants aujourd'hui qui conduisent à mettre de côté le diplôme, ou à le minimiser, ou à recruter sans diplôme. Vous aviez vu d'ailleurs cette émission de recrutement, je crois que c'était chez Gann, à la télé, il y avait eu une polémique. Vous vous souvenez de ce truc ? Surréaliste. Ils avaient filmé du recrutement pendant 2 jours, mais un vrai recrutement, donc ils s'étaient infiltrés en fait en caméra cachée, ils avaient filmé. Et le problème, c'est que c'était un recrutement qui se voulait innovant, mais sans diplôme. Donc il n'y avait pas les CV des candidats qui venaient pour être commerciaux. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils étaient trop là. Oui, et on leur faisait des jeux, des mises en situation, on essayait de les déstabiliser, on faisait différents trucs pour mieux les connaître, mais ils savaient pas exactement le contour du poste. Et puis surtout, il n'y avait rien, pas de CV. Alors là, où il y a un problème, c'est que il faut quand même faire très attention parce que tout n'est pas nul dans le diplôme. C'est pas moi comme enseignant qui vais dire le contraire. Il y a quand même quelques compétences, quand même, un petit peu. Un petit peu. C'est-à-dire, bon, on va être clair, quand je vois des gens, vous vous rendez compte que... d'ailleurs, celui qui tire les cartes de tarot, il relève de ça. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas recruter quand même quelqu'un pour être avocat spécialiste ou un juriste en droit des affaires ou je sais pas moi, dans un domaine un peu pointu, sans s'assurer qu'il a fait un peu de droit. Moi, je veux bien qu'on prenne des comptables qui n'ont pas de diplôme de comptabilité, peut-être qu'ils la pratiquent. Mais enfin, bon, il y a un moment où on va peut-être gagner un peu de temps si on s'assure que quelqu'un a un minimum de compétences acquises dans des savoirs fondamentaux qu'il a pu apprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, je trouve que il faut quand même raison garder avec cette affaire, même si, bien sûr, il faut trouver des moyens pour les autodidactes. Mais il faut pas... Alors là où il y aurait un écueil, c'est de se dire, oui, le diplôme... Il faut arrêter d'en tenir compte, etc. Aujourd'hui, attention à un point, c'est que si c'est pour ensuite recruter les copains et faire un peu n'importe quoi, ça va pas être bon. Vous savez que c'était la polémique sur le classement de l'ENA, classement de sortie. Vous avez vu comment ça se fait, le classement de sortie de l'ENA. Le classement de sortie de l'ENA n'a pas été supprimé. On voulait supprimer le classement de sortie de l'ENA parce que les meilleurs énarques vont au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à l'inspection des finances plutôt avant, parce qu'ils sont arrivés devant les autres. Et à un moment donné, évidemment, beaucoup se sont dit, non, il faut arrêter tout ça, il faut qu'on fasse ça en fonction d'autres critères qui seraient, il y a des gens mieux faits pour être à l'inspection des finances, d'autres au Conseil d'État, il faut arrêter ce classement. Et les énarques, évidemment, par corporatisme, ont empêché que ça se fasse, mais pour aussi un argument qui était quand même vrai. Et je les défends sur un truc, c'est que qu'est-ce qu'on aurait mis à la place ? Parce que là, au moins, il y a un classement, les meilleurs vont à l'inspection des finances et ceux qui n'ont pas été bons, ils vont aller au ministère du Travail ou en préfecture. Bon, aux affaires sociales, etc. Je ne sais pas où ils iront, je ne sais pas où. Mais le problème, c'est que si on n'utilise pas ce classement avec peut-être qu'on peut essayer d'améliorer, mais après, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Quelque chose de fumeux, un entretien de motivation pour on regarde si on leur fera passer les entretiens pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller. C'est un peu, vous voyez, après on va les choisir en fonction de quels critères. Après ça va être des critères politiques, des magouilles. C'est pour ça que l'enjeu c'est de développer pour le plus de métiers possible. Mais vous savez que pour les cadres on peut le faire avec des assessment centers.
Et dans le cas de ce qu'on appelle les assessment centers, disons qu'il y a pour les cadres, pour les plus qualifiés, pour ceux qui sont qualifiés, on peut quand même avoir certains tests qui marchent. Pour avoir des épreuves, des simulations de job de cadre qui marchent. Pour ça qu'on a la corbeille à courrier, comme on dit. Et puis les tests de personnalité, vous avez raison, parce qu'un test de personnalité, c'est pas si mal que ça quand même. Et on peut avoir des épreuves, il y a des possibilités. Donc si vous voulez, on peut faire quelque chose. D'ailleurs, les concours de la fonction publique sont pas si nuls que ça. Moi, je sais qu'ils sont souvent critiqués, mais vous savez, je sais pas, moi, dans le job d'un cadre, par exemple, ou d'un fonctionnaire d'un certain niveau, faire une note de synthèse, c'est pas bête. Parce que finalement, dans un boulot de cadre, souvent, on vous demande de faire une synthèse de quelque chose, de tas de documents, parce que le boulot d'un cadre, c'est finalement ça peut être ça aussi. Donc en fait, on a quand même des possibilités, mais j'admets avec vous que c'est pas le plus simple pour les jobs qualifiés. Une question par contre que je voulais vous poser, c'est que dans le graphique que vous avez montré, le positionnement de la Grande-Bretagne est très différent de la France par rapport à un certain nombre de discriminations. La chute était sur certaines fonctions, certaines catégories mais pas sur toutes. Et qu'est-ce qui peut expliquer entre d'un côté ou de l'autre de la Manche ces différences? Là, l'échantillon est uniquement restauration rapide, donc c'est trop limité pour faire une comparaison France-Grande-Bretagne, juste sur ce type d'emploi. Donc, et malheureusement, il n'y a pas d'autres tests. Moi, j'ai commencé à en faire, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Les gens ne font pas de tests sur plusieurs pays. Donc, malheureusement, je ne peux pas, sur la Grande-Bretagne et la France, aller au-delà, quoi. Non, dehors de ce que j'ai dit, non. Je crois que ça vérifie ce qu'on disait classiquement, qui était que la Grande-Bretagne traitait plutôt mieux la question des origines, par exemple, que la France. Et que sur la surcharge pondérale, je pense que la France est très peu tolérante, ça c'est sûr. Et sur l'âge aussi. Vous savez qu'on est très mauvais sur les seniors, et par rapport aux Américains, d'autres pays, on a aussi un problème avec les seniors. Le problème que la France a avec les seniors, il est connu. Vous savez que l'Union européenne nous l'a déjà assez reproché. On le connaît, c'est encore pour ça qu'on met en place des dispositifs. D'ailleurs, je crois que c'est pas fini. Le président, il me semble, encore annoncé qu'on ferait des choses. Je crois que sur les seniors, on a beaucoup de mal en France. Peut-être il y a plus de jeunisme en France, et puis certainement la France juge plus aussi sur les apparences, d'où mon insistance, et je suis désolé sur ça, mais c'est que la France est très concernée apparemment. Ça dépend, disons, par rapport à l'univers anglo-saxon, mais c'est vrai que si on regarde, je pense, dans les pays latins, ça doit être probablement pareil. Je crois qu'on a fait un test sur l'Italie, mais c'était dans l'industrie du luxe. Ça paraissait être bien comme en France. Mais... Alors, une dernière question. Oui, dans votre livre, vous parlez des carrières et justement que quelqu'un qui est bien pistonné gagne beaucoup mieux que quelqu'un qui, par ses propres moyens, arrive à trouver quelque chose, et donc une inégalité dès le départ au niveau de la carrière d'un salarié. Et je pense aussi qu'au niveau de l'évolution de carrière, les évolutions de carrière sont souvent des entretiens, donc je pense aussi que ça se joue aussi pour certains au feeling, et que du coup, au niveau des compétences ne sont pas forcément reconnues, et que l'évolution des carrières n'est pas forcément bien reconnu, en tout cas, par les sociétés à personnes compétentes. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est très bien que vous abordiez cette question. Il faut savoir que le recrutement, c'est le sujet sur lequel on a le plus d'informations depuis déjà quelques années, parce qu'on s'est beaucoup intéressé à ça, moi comme les autres, et puis on a eu beaucoup de tests, enfin bon. Donc, et puis les entreprises ont travaillé pour améliorer ça. Sur la question des salaires et des carrières, c'est très lié, combien on gagne et quelle carrière on fait. Là, on a très peu fait de choses. On n'a pas encore vraiment travaillé sur ça en France. Vraiment le début. En dehors de la question homme-femme. Oui, sur la question homme-femme, oui, forcément, il y avait un contexte légal qu'on connaît. Je voudrais juste vous dire que quand vous regardez les salaires, ce que gagnent les gens les uns par rapport aux autres, je vous donne un chiffre qu'un Nobel d'économie avait calculé pour les États-Unis. Quand vous regardez les différences de salaire entre les gens, 50% des différences de salaire entre les gens, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a ces différences. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, enfin,
quand on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire que si vous regardez la qualification, le secteur d'activité, l'endroit, enfin tout ce qu'on connaît, on ne peut pas savoir. Eh bien, sachez qu'en France, on a aussi le même problème. Moi, j'ai étudié les salaires dans des grandes entreprises françaises, en prenant leur fichier de rémunération de l'entreprise du CAC 40. Pourquoi ? Pour regarder si les hommes gagnent plus que les femmes, les gens en fonction de leur origine ou d'autres éléments. Je l'ai déjà fait. Mais il y a quelque chose qui est curieux, c'est que quand vous avez tous les éléments pour savoir pourquoi un salarié gagne plus ou moins qu'un autre, hein, c'est-à-dire vous avez son âge, son ancienneté, ses diplômes, son poste, le poste qu'il occupe, vous savez tout. Et même les variables de discrimination qu'on met dedans, c'est un homme, une femme, oui, les enfants, tout, vous savez tout. Donc vous avez plein de ça. On regarde statistiquement et on essaye de comprendre. Eh bien, on s'aperçoit que vous avez, selon les entreprises, vous allez avoir, je sais pas, entre 15 à 30% au moins des écarts de salaire, on ne sait pas d'où ils viennent. Parfois plus. D'ailleurs, en fait, vous avez, enfin, ce que je veux dire, c'est que même quand vous prenez des données précises, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière, quel est le problème. C'est qu'en fait, vous ne savez pas, on ne sait pas exactement pourquoi il y a ces différences dans les salaires des gens. Ce qui est, enfin, vous voyez pourquoi c'est très surprenant. Quand vous êtes dans une entreprise, alors évidemment, ça pourrait être parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents, que du coup, ils sont meilleurs sur leur poste, peut-être qu'on a voulu les récompenser. Mais le problème, c'est qu'on pense que c'est pas que ça. On est sûr même que c'est pas que ça. Aux États-Unis, les estimations statistiques, c'est 15% de ce qui est inexpliqué, c'est l'effet de la famille. Des réseaux que vous avez. Si vous êtes le fils du patron, bah oui, vous avez plus de chances de gagner un peu plus que si vous ne l'êtes pas. D'accord ? Ou si vous êtes la maîtresse de... Bon, pour prendre un autre exemple. Vous voyez ? Non, mais il y a beaucoup d'inconnus. C'est pour ça que, si vous voulez, sur les déroulements de carrière, bien sûr, quand vous êtes une femme, vous faites une moins bonne carrière, ça c'est bien connu et c'est sûr. Donc quand je calcule les écarts de salaire, bah oui, c'est sûr, je vous le confirme, les femmes, toutes choses égales par ailleurs, vont moins gagner, pas moins 27, hein, c'est pas ça, mais vont quand même, oui, il y a bien un effet femme, un effet sexe, mais c'est pas le seul. Et c'est ça qui est un peu, presque inquiétant, enfin, c'est même étonnant, vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens, pourquoi il y a ces différences ? Et là, une entreprise peut pas les expliquer, on peut pas savoir. En fait, dès l'embauche, ça se produit. Vous avez des gens qui négocient plus qu'un autre. Après, vous allez avoir des gens, finalement, ils vont pour diverses raisons qu'on ne connaît pas. Alors, probablement parce qu'une des grandes inconnues dans le domaine du travail, personne ne travaille sur ça, contrairement aux Américains. Mais nous, en France, personne. Parce que personne ne veut regarder les effets des amis, des relations affectives, des réseaux familiaux et autres qui jouent sur les carrières comme sur le reste. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne veut pas observer. Je mentionne aussi dans mon bouquin, quitte à me faire des ennemis, un autre réseau dont on ne parle jamais, sauf chez les journalistes, mais pas dans les milieux universitaires. Vous savez que dans la fonction publique ou dans les entreprises, à un certain niveau d'encadrement, l'appartenance aux loges n'est pas tout à fait indifférente. Enfin, on n'est quand même pas des enfants de cœur non plus. Je ne suis pas un perdreau de l'année, donc je sais très bien ce que ça veut dire. Sauf qu'entre l'observation courante, oui, les carrières, elles dépendent d'un certain nombre d'éléments, dont celui que je viens de mentionner. Oui, mais... Et puis son observation statistique, là, il n'y a pas d'observation statistique, d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas le savoir. S'il y a un effet de l'appartenance à la maçonnerie, du fait que vous êtes plutôt dirigeant, vous ne pouvez pas le savoir, puisque ça ne se mesure pas statistiquement. Mais si vous voulez comprendre pourquoi les femmes font moins carrière, là, je vous donne une explication. Vous savez que le Grand Orient de France n'admet les femmes que depuis très récemment, vous le savez. Bon, et avec un débat. Et il y a encore beaucoup d'ateliers qui n'admettent pas les femmes au sein du Grand Orient, parce que c'était un vote serré qui avait conclu à ça. Donc à partir du moment où les femmes ne peuvent pas, évidemment il y a des femmes qui sont en maçonnerie, mais beaucoup moins, et les réseaux sont des réseaux d'hommes. À partir de ce moment-là, ça pose ce problème. Quant aux relations affectives au sein des entreprises, elles sont à des niveaux considérables. Évidemment, vous avez une partie d'explication de ce qui se passe. Phénomène de harcèlement, de promotion ou pas, perte d'emploi ou pas. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, actuellement, vous avez
dans n'importe quelle entreprise, au travail, 1 personne sur 10 qui est engagée dans une relation affective avec quelqu'un de son milieu de travail. 1 sur 10. Et 1 sur 3 l'a déjà connu dans sa vie professionnelle. Ça veut dire que c'est à des niveaux considérables. Donc vous avez des gens qui sont là assemblés au travail, sauf que, et si vous écoutez autour de vous, vous avez tous travaillé, vous travaillez, vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle, tout le monde ne parle que de ça. Enfin, je résume. Et tout le monde le sait. Donc faire comme si, sauf que jamais dans les ouvrages habituels où on vous parle des carrières et du reste, on aborde ces sujets-là. On fait comme si on avait des gens qui ne nouaient pas de relations amicales, affectives ou autres. Or, c'est pas ça la vraie vie. Et vous la connaissez comme moi. Donc évidemment, si on se prive des variables qui expliquent plein de choses, pourquoi des gens perdent leur job? Parce que là, on parle de la vie des femmes aussi. Les femmes harcelées, les femmes qui vont perdre leur job, les femmes qui vont être promues ou pas, etc. C'est ça la vraie vie des femmes. Non, mais vous le savez. Vous les entendez, vous êtes femme, vous entendez parler, moi aussi, je connais, comme vous, la réalité. Mais cette réalité quotidienne qu'on connaît de la vie des femmes, c'est quand même la vérité. Enfin, je veux dire, vous le savez comme moi. Ce n'est jamais étudié sérieusement. Donc évidemment, après, quand vous regardez les salaires et les carrières, qu'il y ait des effets, bah oui, c'est sûr. Mais sauf qu'on ne sait pas tout. C'est pour ça que quand vous l'étudiez statistiquement, ce que je voulais vous dire, vous avez des zones d'ombre. Voilà, on va dire des zones d'ombre. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Forcément, puisqu'il y a des variables qu'on n'a pas. Donc comme je n'ai pas les variables, je ne peux pas le savoir. Vous voyez, après, je peux pas savoir. On ne peut pas savoir. On suspecte, on peut se douter qu'il y a des phénomènes, mais on ne peut pas savoir. Bon, pardon. On va, je crois... Alors la toute dernière, parce qu'il est C'est moi quand qui même réponds tard. trop longuement, je suis désolé. Passion. Qui forment au recrutement de façon correcte. Parce qu'en fait, vous critiquez quand même pas mal d'organismes qui forment à la graphologie, qui touchent un peu à ces méthodes-là. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de la corbeille, l'épreuve de la corbeille papier. C'est pas quelque chose qui est très répandu, très clairement. Non, il y a très peu. Est-ce que, par exemple, il y a un organisme de formation, moi j'en connais pas, qui forme, parce que c'est plutôt dans la fonction publique, je pense, qui a ce genre d'épreuve. Oui, beaucoup dans les concours de la fonction publique. Oui. Ça veut donc dire que c'est pas. Non, est-ce que c'est accessible au privé? Est-ce que ils peuvent être formés à ce type de méthode? Le problème, oui, je vous posez une bonne question, parce que le problème, c'est qu'actuellement, ce sont des cabinets de recrutement qui vont avoir dans leur offre la possibilité de mettre en place un assessment center, mais il y en a très très peu en France, vous avez raison, ou des techniques. Et il faut passer par des prestataires. Et le problème, c'est le coût. Effectivement. Après, il y a quand même pas mal de tests de tout niveau, notamment aux ECPA. Il y a quand même des marchands, un gros distributeur de tous les tests en France qui permet d'avoir pas mal de tests qui marchent bien pour tous les niveaux de qualification. Mais ce qui manque, en fait, c'est une offre qui devrait être publique, à la limite gratuite, pas chère, ou gratuite, que Pôle emploi ou les services publics devraient mettre à disposition. Ça devrait être comme ça. Et surtout, dans beaucoup de cas, c'est pas très compliqué et ça pourrait être fait en effet, avec des banques d'épreuves ou qui seraient assez simples à mettre à disposition. Oui, c'est vrai que c'est le problème. Non, mais j'ai l'air d'être très critique avec tout le monde. Non, parce qu'il y a des recruteurs qui font du bon boulot. Moi, je connais pas mal de DRH et de recruteurs de bonne volonté. Non, je suis pas en train de dire que tout le monde fait n'importe quoi partout. C'est pas ce que je veux dire non plus. Non, mais je voulais rectifier aussi une impression, parce que finalement, à Noircir, on se dit que c'est un milieu de gens qui sont pas bien et qui font que du sale boulot. C'est pas ça la question. Tout le monde n'est pas dans l'état catastrophique que j'indique, heureusement.